Bonjour à tous, c'est Guitou pour cette nouvelle vidéo. Donc sur un sujet un peu moins mathématique que la précédente, mais néanmoins essentiel, c'est-à-dire les mains de départ en Texas Hold'em. Donc quand on reçoit les deux premières cartes de notre jeu, la première chose, le premier choix qu'on a, c'est est-ce qu'on les joue, est-ce qu'on les relance, est-ce qu'on les limpe, ou est-ce que tout simplement on les fold et on attend d'autres cartes meilleures. Donc finalement, c'est un sujet essentiel dans le poker et notamment en No Limit Hold'em. Et c'est un sujet qui est connu de tout le monde, mais très bien maîtrisé par peu de personnes. Pourquoi? On va le voir, mais en fait, on sait tous qu'il y a des mains qu'il faut jouer, d'autres qu'il ne faut pas jouer. Les raisons sont plus ou moins connues, mais d'une main qu'il faut jouer, on glisse vite vers des mains qui sont presque jouables, et on sort de notre zone de confort, et du coup, on fait des erreurs. Donc je vais essayer de vous donner au moins les pistes pour bien vous re-régler sur cette configuration, vous dire quelle main je joue à mon niveau selon mes choses. Donc la première remarque que je vais faire, c'est parce que le dernier cours était sur lever. Alors en fait, on pourrait, je dirais philosophiquement, calculer lever de n'importe quelle décision pré-flop. Donc avec nos deux mains de départ, on veut calculer lever qu'a une paire de 10 de relancer une paire de 10. Donc de raise une paire de 10. On pourrait calculer également lever de fold c'est 0 et lever de l'un. Mais si on calcule lever de raise, donc ça va dépendre de plusieurs choses. Soit tout le monde fold après nous, donc là on a ce qu'on appelle la fold equity. Soit seulement certaines personnes suivent, ou une ou plusieurs personnes peuvent relancer. Il y a évidemment plein de cas. Et ces cas vont entraîner d'autres cas. Est-ce que je paye? Est-ce que je fold? Est-ce que je relance? Donc lever de ma première relance va dépendre de tous ces cas. Donc est-ce que le flop a une over? Est-ce qu'il est sans over? Est-ce que le flop a une overcard? Et évidemment, on va pas chercher à calculer le lever complet d'une main de départ. En fait, si un ordinateur pouvait le faire, il nous dirait directement quelle main vaut le coup d'être jouée, comment elle vaut le coup d'être jouée pour maximiser euh, lever. Or, si le poker a encore du succès, c'est parce qu'on est incapable de calculer ça à l'aide d'un ordinateur, à l'aide de n'importe quoi. C'est un peu le problème qu'il y a eu aux échecs. On s'est dit que, parce que le poker en plus des échecs, c'est un jeu à information incomplète, alors que le poker est un jeu à information complète. Et on s'est dit, comme les échecs sont à information complète, on peut trouver une stratégie qui gagne à tous les coups. Le problème, c'est que cette stratégie existe très probablement, mais elle est incalculable pour l'instant avec la puissance des ordinateurs. C'est ce qui s'est produit également pour le jeu de dames, mais il me semble que pour le jeu de dames, des ordinateurs ont réussi à calculer toutes les possibilités et donc à donner un coup gagnant à chaque fois. Donc le jeu de dames, techniquement, n'a plus aucun intérêt puisqu'il y a moyen d'avoir une stratégie gagnante dès le début. On est évidemment très très loin de réussir ça pour le poker, donc on ne connaît pas lever d'un coup au départ. Par contre, on connaît les facteurs qui influencent l'expected value, donc le gain moyen qu'on a sur chaque main, et on va prendre en compte ces facteurs pour essayer de voir si une main est jouable dans cette position, si on va plus souvent gagner de l'argent avec ce type de main, ou moins souvent gagner. Par exemple, avec une paire de 10, euh, il est très probable qu'on va gagner de l'argent à relancer la paire de 10. Après, il faut voir. Mais il va y avoir certains cas où relancer une paire de 10 va nous faire perdre de l'argent. Des cas très précis et très... Donc, c'est un peu... À chaque fois qu'on va sur un forum et que des gens disent... Qu'on entend parler les pros, ils disent toujours... Mais les gens nous demandent est-ce que j'ai bien joué cette main, mais ça dépend de tout un tas de facteurs. Et en fait, tous ces facteurs, c'est justement ce que j'ai donné ensuite, que j'ai trouvé donc sur Winamax, que vous pouvez trouver dans une masterclass Winamax. C'est des critères. Alors il y en a 10, c'est plus ou moins les critères qui étaient donnés par Winamax. Il y en a potentiellement d'autres, mais déjà cela donne une vraie importance. Le premier c'est le type de jeu. Alors évidemment, on va pas jouer les mêmes mains euh, en tournoi, en cash, en sit and go. On va jouer plus serré en sit and go. On va jouer comme on veut en cash.
Bon, en tournoi, ça va dépendre des moments, par exemple la bulle, etc. Donc, il faut qu'on sache dans quel type de jeu on est. Quel est l'objectif également, le buy-in, parce que on va pas forcément jouer de la même façon à un tournoi à 1 euro ou un tournoi à 100 euros. Bon, on verra plus tard, mais les ranges vont pas être les mêmes. L'objectif également, est-ce que le but c'est de faire un min cash? Est-ce que le but c'est d'être premier? En cash, pareil. Est-ce que le but c'est d'apprendre, de sortir de sa zone de confort ou au contraire gagner le maximum d'argent en restant dans sa zone de confort? La hauteur des blindes, ça c'est plus en tournoi. Pareil pour le montant des tapis. En cash, c'est souvent on a des blindes hautes, donc on peut jouer des jeux qu'on verra potentiels. Or qu'en tournoi, si les blindes sont hautes, là il va falloir jouer des jeux avec lesquels on se sent bien d'aller à tapis. Le montant des tapis pour savoir qui est relatif en fait à la hauteur des blindes. Le nombre de joueurs à table. Alors le nombre de joueurs à table, c'est pas vraiment le critère qu'on va prendre en compte pour savoir qu'on joue, c'est plus le nombre de joueurs à parler après nous qui va être vraiment important, ce qu'on appelle la position. Après, évidemment, ça va pas être la même chose à une table de 5, à une table de 2, à une table de 9, etc. Le profil des adversaires. Donc on va changer un peu les mains qu'on va jouer. Par exemple, si des adversaires jouent très peu, et ben on va pouvoir peut-être jouer plus de mains pour voler les blindes en tournoi. Alors que si tout le monde joue tout le temps en faisant des 3 bêtes, des 4 bêtes, bah on va peut-être jouer moins de mains, mais des mains qu'on est sûr qu'on a envie d'envoyer à tapis. C'est là où ça commence à devenir très difficile de déterminer quelle main on va pouvoir jouer par rapport au profil de nos adversaires. Notre image à la table, alors là c'est encore plus difficile, mais effectivement, si on joue pas beaucoup de mains, on peut tout à coup se mettre à jouer n'importe quelle main pour profiter de cette image. Justement, si on joue énormément de mains, peut-être qu'à un moment on va éviter de jouer une main qui va être trop vue comme une main poubelle. Voilà, on va essayer. Toujours pareil au poker, on essaye euh, de ne pas raconter l'histoire qu'on a enfin de pas dire nos cartes, d'essayer de pas dire aux adversaires quelle carte on a, d'essayer de trafiquer un peu la réalité, etc. Donc on va essayer de jouer à l'encontre de notre image de temps en temps pour pouvoir gagner plus d'argent. La position qui est le facteur essentiel en fait, qu'on oublie très souvent, même des joueurs du club qui connaissent le poker, qui le jouent, etc. Et bah, ils vont jouer Roi-Valet, ils trouvent que c'est une bonne main, et puis tout à coup ils vont jouer Roi-Valet UTG parce que ça reste pour eux une bonne main, mais Roi-Valet est très bon au bouton quand personne n'a relancé, UTG c'est plus bon. Et du coup la position est vraiment essentielle et c'est une des premières choses à modifier pour beaucoup de gens. Évidemment, qu'est-ce qui s'est passé avant? Là, on commence à regarder ce qui s'est passé avant, les mises précédentes. Si quelqu'un a déjà, s'il y a 4 limpeurs, si quelqu'un va à relancer, quelqu'un est à tapis peut-être. Enfin, on va pas jouer les mêmes mains selon ce qui a été fait. Et enfin, nos deux cartes. Donc c'est maintenant qu'on prend en compte nos deux cartes quand tout ça a bien été checké. Alors bon, on va pas pouvoir faire tout ça à chaque fois. Ce qu'il faut, c'est obtenir des automatismes, bien entendu. Mais les deux cartes, voilà, valent, sont intéressantes à jouer en fonction de tous ces critères. Alors, ce qu'on va faire dans cette vidéo, ça va être avant tout parler de la force des deux cartes, de la force pré-flop, une sorte de force absolue, comment les choisir. Et ensuite, il faut du coup adapter les cartes qu'on joue en fonction de tout ce qui a été dit avant. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que la force d'une main? Parce que j'imagine que tout le monde sait à peu près classer les premières mains de départ, etc. Mais de quelle façon classe-t-on les mains de départ? Comment on sait que celle-ci est la première, l'autre est la deuxième, l'autre la troisième? À partir de quels critères? Et en fait, c'est pas si évident quand on y réfléchit vraiment. C'est des choses qu'on nous a dit, des choses qu'on a crues, des choses qu'on a peut-être essayé, mais en fait, on n'a jamais vraiment fait des calculs ou vu que ça rapportait plus, sauf si on a beaucoup joué, mais donc qu'est-ce que la force d'une main pré-flop, ça s'entend. Alors il y a trois approches. L'approche statistique, c'est-à-dire, je vais vous le montrer tout de suite,
L'approche par groupe de mains, c'est-à-dire on dit que les mains sont classifiées dans certains groupes, des, ont des avantages et des inconvénients selon les groupes. Et enfin, le groupe des pros, c'est-à-dire on a une approche où on croit ce qu'on nous dit. Si moi je vous dis Pair d'As c'est la meilleure main, bah, vous me croyez tout simplement. Et vous croyez surtout des gens qui sont des pros, qui peuvent vous dire moi j'ai joué plein de fois Pair d'As, j'ai gagné assez souvent, Pair d'As c'est vraiment très fort. Donc l'approche statistique, c'est l'approche mathématique. On peut classer les mains en fait en fonction de la chance qu'on a de gagner. C'est-à-dire que si on a une paire d'as et qu'on est face à un autre joueur qui a n'importe quelle autre carte, eh ben on va avoir 85% de chances de gagner. Si on est face à 10 adversaires, on va avoir 30% de chances de gagner, en imaginant que les 10 adversaires aient n'importe quel autre jeu. Et donc on peut ainsi classer les mains. Alors on voit déjà l'approche statistique. Donc ça c'est à tapis pré-flop contre plusieurs adversaires. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est une approche qui est simple, qui est mathématique. On peut pas dire, voilà, on peut pas dire ça va moins marcher, etc. Mais c'est une approche qui prend pas en compte les autres streets, c'est-à-dire le flop, la turn et la river. C'est une approche qui va pré-flop, du coup la paire de 8 est bien avant As-Roi suité, bien avant As-Dame suité, alors que techniquement vous pensez tous que le As-Roi suité doit être peut-être soit avant les dames, soit après les dames. Mais en tout cas, c'est toujours très intéressant de jouer. Pourtant, quand on part à tapis, As-Roi suité finalement est pas, est pas si bien que ça, parce qu'on est très souvent en, en 50-50. Alors, quelles raisons vont faire qu'il est quand même bien, ça on verra ça plus tard. En tous les cas, voilà, on a forcément les paires qui arrivent au coup, et du coup, un classement assez différent de celui auquel on pourrait s'attendre à première vue. Et on voit tout de suite que les suités ont plus de chances de gagner, c'est-à-dire qu'As Valet suité a plus de chances de gagner qu'As Roi off. Première remarque également. En fait, l'approche statistique c'est très bien pour commencer à avoir un peu une idée. Par exemple, la paire d'As, on voit qu'elle gagne très souvent, la paire de Roi aussi, etc. Ça marche pas, mais si on veut classifier les mains, il y a aussi d'autres facteurs à prendre en compte, c'est-à-dire qu'on va pas partir à tapis pré-flop. On va partir également on va partir également avec d'autres mains qui vont pouvoir toucher des boards intéressants. Et donc, on les classifie en trois groupes. Il y a les mains qu'on appelle les mains à top pair, donc ce sont toutes les grosses mains, donc avec deux grosses cartes, alors qui sont déconnectées, dépareillées, mais qui ont deux grosses cartes. Donc je lui donne As-10, As-Valet, Roi 9. On va pas pouvoir toucher des très gros jeux avec ces mains, mais on va toucher top pair. Et très souvent, top pair, ça peut suffire. Ou top 2 paires, et ça peut clairement suffire à gagner. Donc ce sont des mains qui n'ont très peu de potentiel, si ce n'est de toucher, et on fait un c-bet au flop, et puis on emporte la mise. A l'inverse, les mains spéculatives, donc ce sont les connecteurs assortis, donc tous les as suités, les petites paires, qui peuvent faire des brelances, et les 5-6 suités, les valets 10 suités, etc. Toutes ces mains sont très intéressantes parce que on va avoir ce qu'on appelle des cotes implicites, c'est-à-dire qu'on va gagner de l'argent, on peut gagner beaucoup d'argent si on touche les bonnes cartes. C'est-à-dire que si on touche notre quinte, le mec va toujours payer au moins un barrel, voire peut-être plus s'il est pas très fort, ou s'il a pas vu qu'on avait touché notre quinte. Donc ce sont des mains qui, si on met pas beaucoup d'argent au début, peuvent nous rapporter très gros à la fin. Donc des mains, ce qu'on appelle spéculatives, parce qu'on va spéculer dessus, et qui sont très intéressantes, notamment quand il y a beaucoup d'adversaires. C'est-à-dire qu'on multiplie les chances de se faire payer par quelqu'un qui a touché, sans avoir touché plus que nous, tout en, tout en ayant tout, tout en gardant, voilà, tout en jouant un pot petit à la base. Le problème des mains spéculatives, évidemment, c'est que quand on tombe à côté, bah, on tombe complètement à côté. On a souvent des quintes
un peu borderline, on peut avoir des couleurs mais pas max, on peut... Voilà, quand on a As X suité, on peut toucher top pair mais avec un kicker de merde, donc on est toujours dominé, etc. Donc c'est des mains à jouer quand on est très profond. Et enfin les mains fortes, donc c'est une combinaison des deux. C'est des mains qu'on joue à la fois pour leur capacité à faire des top pairs et à la fois pour leur capacité à faire des jeux max, donc des jeux très forts, roi dame suité, as roi suité, as as roi roi. Voilà. J'ai parlé beaucoup des couleurs et tout, c'est pareil pour les petites paires on veut qu'ils fassent pro lent, mais on veut qu'ils fassent que ça parce que souvent on va avoir la dernière paire au bord. Alors qu'une main forte, c'est paire d'as qui fait quasiment tout le temps une over pair et des fois des brelans. Donc c'est ce qu'on veut au début, on vous conseille de jouer avec des mains fortes uniquement parce que ce sont les mains les plus faciles, on a plusieurs possibilités de gagner. Petit à petit, on peut rajouter des mains à top pair, des mains spéculatives, surtout si on a la position. Puisque c'est des mains qui vont nous rapporter gros et ça va nous permettre de jouer plus souvent qu'avec des mains fortes, parce que malheureusement on n'a pas souvent des mains fortes. Et enfin, on peut aussi voir tout simplement les ranges de mains d'après les pros, donc ça c'était Slansky et Shubukov qui avaient fait une sorte de classement des mains en s'y prenant, etc., en essayant de tout prendre en compte. Et donc ils ont à peu près le classement des mains, on va dire. On pourrait retrouver chez beaucoup, quoi. As, roi, roi, ensuite As, roi suité, on rajoute dame, dame. As, roi devient intéressant pour la force des deux cartes. Valet, valet, As, dame suité, As, dame off, etc. Donc encore une fois, à prendre avec méfiance, comme tout. Hein. Il n'y a pas de classement absolu des mains de départ. À part la main As, As dont tout le monde dit qu'elle est première. Mais voilà, ça reste des choses. Est-ce que As-9 suité est mieux à jouer que As-10 off? Bah, ça va dépendre énormément des cas du coup. On peut également, donc, ça c'était un autre pro, j'ai perdu le nom, qui conseillait certaines mains à jouer en fonction de la position. Donc en gros, alors c'est assez difficile à lire, mais quand on était en position tardive, on pouvait jouer toutes les mains grisées en quelque sorte. Et puis dès qu'on arrivait en position early, donc tôt, dans les premières positions, on pouvait jouer que les très gros jeux, As, 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 Roi, As, Dame, etc. Donc voilà, ce sont ici là d'autres possibilités donc pour trouver vos ranges de mains, c'est-à-dire les mains que vous allez jouer en fonction. Donc vous pouvez chercher par les pros, etc. On peut utiliser le logiciel Equilab. Alors Equilab, c'est le logiciel dont j'ai déjà parlé qui permet de calculer les cotes, mais qui permet également, voilà, il a tout un tas d'éventails de mains et qui sont enregistrés. Par exemple, c'est les mains qui sont données par Poker Strategy. En short-ended, si vous êtes UTG en short-ended, et ben il vous conseille de jouer ces mains-là. Alors ces mains-là, soit elles vous plaisent, soit vous pouvez dire j'enlève paire de 2, paire de 3 de ma range, puis je vais mettre un peu plus de mains suitées, etc. Vous pouvez faire comme vous voulez. L'important c'est de bien se dire que UTG, voilà, on joue ceci, MV3 on joue à peu près ça, et au bouton par contre on joue énormément de mains. Pas de honte. Alors ça c'est standard. Si vous vous dites que vous avez plutôt un jeu tight, voilà, au bouton il faut quand même jouer des mains par rapport au cut-off. Et je vous conseille d'aller voir ça. Le logiciel est gratuit. Et vraiment, il y a une différence de main énorme entre MP2 et bouton. Et jouer As Valet Off, même en MP2, et bah c'est pas jouer tight. C'est des choses à savoir. Full ring par exemple, full ring en standard, UTG plus 1, on ne joue absolument rien. As Dame suité, c'est déjà. Bon, ça dépend des moments. UTG2, ça va être à peu près la même chose, etc. Alors qu'au bouton, évidemment, on ouvre tous les As, beaucoup de rois, on ouvre jusqu'à 5-4 suités. Alors quand je vous disais, et en small blind, par contre, on va réduire un peu notre range, évidemment. Alors quand je vous disais, voilà, c'est très important de faire ça, de savoir quelle main on a envie de jouer, etc. C'est toujours pareil, c'est qu'on joue 6-5 suités,
pourquoi pas, on est en small blind, il n'y a pas de honte à jouer 6-5 suité. Puis on se dit 7-5 suité, c'est presque la même chose. Et puis finalement 8-5 suité, bon bah c'est suité, oui, mais là on commence à avoir un 2 gapper avec hauteur 8, on va jouer hors de position, enfin il faut faire très attention, même au bouton, voilà, 8-5 suité, ça reste une poubelle. Après, sauf si votre style c'est loose, mais souvent c'est pas le style loose qui fait ça, c'est le style, même en style loose, ils disent qu'au bouton 8-5 suité c'est une poubelle. C'est pas le style loose qui fait qu'on joue 8-5 suité, c'est le style je sais pas quoi jouer, j'ai pas vu de jeu et du coup je joue. Mais il faut vraiment attendre, et puis ça c'est pour des open, c'est-à-dire si personne n'a relancé avant vous, évidemment. Si quelqu'un a relancé, tout est à refaire, tout est à changer. Donc voilà. Autre chose, le tracker peut vous aider. Alors le tracker, comment il va vous aider? C'est-à-dire que je vous ai dit qu'on n'avait pas vérifié les jeux, c'est assez faux. Parce qu'en fait, si on utilise Hold'em Manager, par exemple, on peut savoir toutes les mains auxquelles on a perdu ou gagné de l'argent. Donc ça, c'est sur toutes mes mains de tournoi. 93 000 mains. Ça commence à devenir intéressant. Évidemment, on s'aperçoit que As-As, c'est celui où j'ai gagné 5000 Big Blind. As-Roi suité, c'est pas mal. Roi-Roi, c'est 3300, etc. Et on peut regarder là où on a des problèmes dans notre jeu. Par exemple, Roi-Valet, off, je perds de l'argent sur Roi-Valet off. Ou sur Valet-Dame off, alors que apparemment Roi-Dame, il n'y a pas de problème. Roi-Valet suité, il n'y a pas de problème. Alors est-ce que je joue trop Roi-Valet off? Est-ce que je joue trop, par exemple, Dame 10 suité? Ce qui est possible, puisque Dame 10 suité, c'est une main qu'on trouve jolie. Est-ce que je la joue bien dans les positions? Il y a des petits soucis aussi, As 7 suité, As 6 off. Alors ça peut être aussi un problème de variance, hein, attention, il ne faut pas non plus tomber, mais il y a quelque chose qui est assez flagrant, c'est paire de 6. Toutes mes paires sont positives, ce qui est normal pour les paires, sauf paire de 6. Alors, et ça, et mon pseudo, c'est comme par hasard Guitou666. Est-ce qu'il n'y aurait pas ici un petit leak, c'est-à-dire un petit problème, donc avec notamment le fait que je joue trop les paires de 6 dû à mon pseudo. Et on voit aussi que je perds des connecteurs assortis. Alors est-ce que je les joue suffisamment en bonne position Est-ce que je m'emballe Peut-être que je les fold trop et que du coup... voilà. Donc le tracker peut également vous donner des informations. Et puis sinon, bah, le mieux reste les forums de poker. Le forum de poker Rennes est ouvert pour dire ok, j'ai joué cette main-là, et puis on va vous dire ok, mais cette main-là, j'aime pas trop la jouer dans cette position, à ce niveau-là. Du coup, voilà. Je fais finir cette vidéo par quelques conseils sur, en fait, on a vu les ranges mains pré-flop, c'est-à-dire quelle main jouer pré-flop. C'est à vous de vous adapter à vos mains, etc. Mais ce qui est très important, c'est ensuite, une fois que le flop est tombé, et puis la turn et la river, c'est de réévaluer sa main. C'est-à-dire, donc ce qu'on dit toujours, ne pas se marier avec sa main. C'est-à-dire qu'une paire d'as, c'est la meilleure main pré-flop, mais ça reste la meilleure main pré-flop. Sur un flop dame 10-10, paire d'as, bon bah, ça devient là. Ça devient dans les 20e ou 30e mains gagnantes, puisque tous les 10 gagnent, paire de dames gagne également. Donc ça devient déjà juste une top paire. Donc ne pas se marier avec sa main. La main a une force relative, donc c'est exactement ça. Il faut trouver sa place à chaque fois, et ça c'est pas si facile à faire. Par exemple, paire d'as, quand on voit dame 10-10, on dit oh je suis encore bon et tout. Mais il y a énormément de mains qui vous battent. Vous pouvez faire le travail, essayer de calculer quelle est la place de paire d'as quand le flop est 10, 9, 8 par exemple. Bah, vous perdez avec valet dame, valet 6, 6 et, valet 7, 7 et 6, brelan 10, brelan 9, brelan 8, 10 et 9, 10 et 8, 9 et 8. Donc la paire d'as finalement arrive en 10e position. Et ça peut être pire si en plus il y a 3 cœurs ou si ça apporte des tirages couleurs, etc. Donc
faut trouver sa place relative par rapport à toutes les mains possibles. Et voilà. Et ensuite, il faut évaluer ce que peut avoir l'adversaire, et du coup, est-ce que vous battez encore ce que peut avoir l'adversaire. Bon, ça, ce sont des considérations qu'on prendra plus tard. Et c'est juste pour finir, c'est que c'est bien de savoir choisir ses mains de départ, de pas faire de bêtises en les choisissant, mais après, il faut encore pouvoir les gagner, et ça se joue sur plusieurs streets, évidemment, le poker. Donc voilà, j'espère que cette masterclass vous a plu. N'hésitez pas à poster sur le forum si vous avez des questions ou des commentaires. Voilà, à la prochaine.